Hello and welcome to part 7 of l'Europe en clair. Notre épisode numéro 7 vient de commencer avec une tasse de thé dans la main, avec un tartan écossais comme vous pouvez peut-être le voir, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du Brexit, de l'Écosse, de ce qui va se passer dans 18 jours. Après presque 1000 jours de négociations, le Royaume-Uni est toujours dans l'impasse. Je vous en parlerai en 10 minutes avant que vous puissiez parler, commenter et poser vos questions. Je vous rappelle que j'ai travaillé 4 ans au cœur du Parlement européen pour un député britannique, écossais, Alan Smith. Et c'est donc avec les Écossais que j'ai découvert la politique des pro-européens britanniques. Nous avons fait une très grande campagne dont je vous parlerai avec beaucoup de très belles histoires que j'aimerais aussi partager avec vous parce que nous avons fait aussi une 50aine de débats en France, de l'Ardèche au Pas-de-Calais, sur l'impact du Brexit en France. Alors, c'est un très très grand sujet et il est difficile de résumer en 10 minutes tout cela. Alors, prenons tout simplement certains angles qui sont moins couverts dans la presse. Par exemple, la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord est un sujet qui a été beaucoup couvert. Donc, je vais plutôt vous parler des coulisses de la campagne, de mon analyse personnelle, en espérant ensuite que vous trouviez ça intéressant. Alors, bon, il faut quand même recadrer les choses. On est début 2016 et le gouvernement Cameron décide d'avoir un référendum sur l'adhésion du Royaume-Uni après 44 ans d'adhésion à l'Union européenne. Et là, nous avons donc le gouvernement britannique, et j'ai gardé le fascicule qu'il avait publié dans tous les ménages britanniques, qui vous dit voilà, the government believes that voting to remain in the European Union is the best decision for the UK. Le gouvernement britannique pense que les Britanniques devraient voter pour rester dans l'Union européenne. Or, pour la petite histoire, comme vous le savez, à 51,9%, un gouvernement et tous les partis politiques, sauf l'extrême droite, se voient perdants face à une vague de populisme anti-immigration qui atteint donc les urnes et 51,9% des Britanniques qui sont allés voter, donc environ 70% des gens, ont voté pour quitter l'Union européenne. Souvent sans savoir quelles conséquences cela pourrait avoir, mais c'est bien la démocratie. Nous sommes 990 jours après le référendum du 23 juin 2016. Entre-temps, Alan Smith, mon député écossais pour lequel je travaillais, ainsi que mes collègues Charlotte, Clayne, Adam, Patrick, Laura, qui sont anglais, qui sont écossais, vont maintenant perdre leurs droits, leur liberté en tant que citoyens européens, comme 67 millions d'autres citoyens européens qui disparaîtront de l'Union européenne juridiquement. Et cela a des implications pour nous. Dans 18 jours donc, nous aurons le début de la déconstruction européenne. Alors, lorsque la campagne s'est faite, on a eu, pour résumer, et là je ne vais pas rentrer dedans parce que vous pouvez comprendre par parallélisme ce que cela peut être en France, une campagne de désinformation sur l'immigration. Par exemple, l'un des tracts qui a été les plus partagés est celui-ci, où le camp anti-européen distribue les faits, the facts, en disant par exemple que des millions de migrants venant d'Irak, de Syrie, s'apprêtaient à venir dans l'Union européenne si les Britanniques ne votaient pas pour quitter l'Union européenne. Bien entendu, face à cette désinformation-là, il y a aussi des tentatives des camps pro-européens, et dont notre équipe écossaise. Et donc, nous avons fait le We Blue Book, par exemple, pour expliquer aux Écossais l'avantage de rester dans l'Union européenne pour les pêcheurs écossais, les agriculteurs, les producteurs de jeux vidéo, les fans du festival d'art d'Édimbourg qui se passe chaque mois d'août de l'année, ou par exemple ensuite donc Scotland in Europe. Pourquoi est-ce que l'Écosse a aussi beaucoup d'avantages à rester dans l'Union européenne? Alors bien sûr, c'est avec un angle écossais, ce que je vous dis, et je vais remettre le drapeau français, par contre ça c'est très important aussi, voilà. Tout cela a marché en Écosse, plus 62% de vote pour rester dans l'Union européenne, dont 85% des moins de 25 ans. Et au niveau du Royaume-Uni,
70% des moins de 25 ans ont voté pour rester dans l'Union européenne. Alors, tous ces chiffres-là, on les connaît peut-être. 5 minutes. Ce que l'on pourrait voir, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est notamment qui a voté et quelles sont les conséquences. Qui a voté pour rester dans l'Union européenne? Les gens qui voient beaucoup d'immigrés, qui vont vivre dans des grandes villes, ou les Écossais, les Irlandais du Nord, ou les gens qui habitent à Gibraltar et qui voient bien la dépendance très très importante avec la frontière européenne espagnole. Et les gens qui ont voté contre l'immigration européenne, contre l'immigration de manière générale, contre l'Union européenne, sont les gens qui, de manière générale, ne vivent pas avec dans des villes où il y a beaucoup d'immigrés. C'est assez intéressant, même si on a en fait les mêmes phénomènes souvent en France. Quelles leçons, quelles conséquences? Ça ne fait que, entre guillemets, 1000 jours que nous sommes arrivés que le référendum est arrivé. Mais on voit déjà de grandes conséquences. Alors, l'immigration européenne, bien sûr, c'est 3,5 millions d'Européens qui sont en train de reconsidérer leur présence au Royaume-Uni. Par exemple, 11% des médecins sont européens, non britanniques, au Royaume-Uni. 26% des chirurgiens. Et encore plus, par exemple, dans le secteur paramédical. Il y a une chute de 3000 infirmières en un an qui sont espagnoles, françaises, etc., et qui ont quitté le Royaume-Uni. Et donc une perte nette à bien des égards. Alors, je vais prendre une petite gorgée de thé pour faire une mini-pause brexitienne. Au niveau de l'immigration, par exemple, on a un rapport que la University College London a établi qui montre que entre 2000 et 2011, la contribution des immigrés européens au Royaume-Uni est clairement positive. On parle de plus de 20 milliards de livres sterling, en gros 25 milliards d'euros, à l'économie britannique, en net, aux services publics, aux transports, aux retraites, à la santé publique, ce qu'ils appellent le NHS notamment, le National Health Service. Et donc, par rapport aux peurs, aux désinformations, la réalité statistique est que les étrangers contribuent largement au pays. Ils coûtent beaucoup moins que ceux qui ont été éduqués au pays et qui aussi prennent leur retraite au pays. Si on passe ensuite à un autre argument, pas celui de l'immigration, mais celui de la bureaucratie. Les Britanniques disaient souvent qu'il y a trop de bureaucratie, ce qu'ils appellent le EU Red Tape. Eh bien, jusqu'à présent, les représentants des entreprises, des employeurs et aussi des PME britanniques n'ont pas réussi à pointer du doigt une seule loi européenne qui serait vraiment problématique. Et pour cause, puisque toutes ces lois-là, ils les ont faites avec leurs voisins français, belges, etc., pour remplacer 28 différents carcans juridiques en un européen. Un autre argument qui est souvent dit, c'est l'absence de démocratie dans l'Union européenne. Or, les Britanniques découvrent peut-être maintenant, malheureusement un peu trop tard, que l'Union européenne est une organisation qui est farouchement démocratique. Le Parlement européen étant élu au suffrage universel direct, et vous le savez puisque le 26 mai prochain, vous pourrez aller voter, eh bien toutes les décisions qu'ils doivent appliquer ne leur sont pas imposées, mais ils les votent. Or, en quittant l'Union européenne, ils perdent, leur présence au Parlement européen. Donc, mon député, ses collègues ne sont plus éligibles et ne peuvent plus voter à partir du 29 mars. Et 2, ils perdent aussi leur siège au Conseil de l'Union européenne. Ils ne font plus partie des 28 gouvernements qui font les lois. Et donc, ils doivent continuer à appliquer les règles européennes parce que l'Europe est bien plus importante que eux. Elle commerce en taille 8 fois plus que le Royaume-Uni. Et donc, ils doivent faire comme les Norvégiens, comme les Suisses, appliquer la plupart des lois, la plupart des règles, sans les avoir élaborées. Et donc, en démocratie, on peut tout à fait se demander, mais qu'est-ce qui est démocratique à voter, certes, au départ, démocratiquement, en référendum, ça c'est démocratique, mais ensuite à perdre toute influence sur l'élaboration des lois qui sont faites par des élections tous les 5 ans pour le Parlement européen et à chaque fois que vous changez votre gouvernement dans les 28 États. Et donc, c'est un immense paradoxe qui montre bien que rester dans l'Union européenne, ça fait qu'on peut changer les lois nous-mêmes démocratiquement, mais la quitter
sans être aussi grand que les États-Unis ou la Chine, ça fait qu'on doit s'adapter aux plus grands. Le Royaume-Uni, 2,8% du PIB mondial, comme la France. L'Union européenne, à peu près 22%. Commercialement, c'est 1/8. Et donc forcément, l'Union européenne y perd, puisque c'est 1/8 de notre commerce. Et donc nous pesons moins dans le monde au lendemain du Brexit. Mais pour les Britanniques, ils perdent les 7/8 de leur poids et donc de leur masse critique pour négocier. Par exemple, l'accès à des marchés aux États-Unis. Et donc ils doivent négocier beaucoup plus durement pour arriver à des fins qui sont moins intéressantes. Par exemple, le bœuf aux hormones, quoi qu'on en dise, si vous écoutez le tête de liste du Front National, du RN, il nous est imposé dans l'Union européenne, c'est faux, c'est de l'intox, et l'Union européenne nous protège du bœuf aux hormones, mais il se trouve qu'en quittant l'Union européenne, eh bien, les Britanniques ne sont plus protégés par cela, puisque en négociant avec les Américains tout seuls, ils vont devoir, notamment, peut-être, autoriser l'importation de bœuf aux hormones, que veulent vraiment les producteurs de bœuf au Kansas, en Oklahoma, qui ont eu des réunions d'affaires récemment avec les Britanniques à cette fin. Qu'est-ce qu'on pourrait encore regarder d'important? On a vu l'immigration, on a vu la bureaucratie, on a vu la démocratie. Eh bien, voyons la souveraineté. Prenons un exemple. Vous voulez avoir accès, par exemple, avec votre téléphone, aux 26 satellites européens qui nous géolocalisent, qui sont les meilleurs satellites en termes de géolocalisation mondiale, qu'on a tous payés ensemble. Et ça, c'est le programme Galileo ou le programme Copernicus qui nous aide à retrouver des blessés, qui nous aide industriellement à progresser et à être des leaders mondiaux dans cette industrie spatiale. Or, en quittant le programme Galileo, par exemple, eh bien, vous n'y avez plus accès. Or, ils veulent, et ils en ont absolument besoin, continuer à avoir accès à ce système. Et donc, conclusion, ils vont devoir payer l'accès au programme Galileo sans pour autant en décider des grandes orientations. Un exemple, est-ce qu'on utilise nos satellites à des fins civiles ou à des fins militaires? Est-ce qu'on autorise d'abattre un terroriste au Sahel avec un drone qui est notamment lié à nos satellites européens? Ou pas? C'est une décision que les Britanniques perdent. Et donc on voit bien qu'en quittant l'Union européenne, on est moins souverain, même si on a la taille du Royaume-Uni, qui a justement la même taille que celle de la France économiquement. Et donc c'est une très très bonne leçon pour les gens qui pensent à Frexit, puisque cela nous montre que le Royaume-Uni, qui a une taille économique qui est précisément celle de la France, une population précisément celle de la France, un niveau d'éducation comme celui de la France, n'arrive pas du tout à avoir des accords commerciaux avantageux sans l'Union européenne, n'arrive pas du tout à avoir l'équivalent des programmes de recherche européens qui représentent 20% de tous les budgets de recherche du Royaume-Uni sans l'Union européenne, n'arrive pas à rester en fait pertinent dans la mondialisation, puisque lorsque nous sommes unis, nous sommes beaucoup plus forts, et le Royaume-Uni, malheureusement, a peut-être cru qu'il pouvait peser autant qu'il pesait il y a 50 ans. Or, maintenant, nous avons la Chine, l'Inde, qui n'existaient pas vraiment commercialement, économiquement, il y a 50 ans. Le Commonwealth ne représente que 7% des partenariats du commerce du Royaume-Uni. Et donc, vous avez d'un côté, il y a des informations nous faisant croire que le Royaume-Uni pourrait avoir des superbes accords de commerce avec l'Inde, avec l'Australie, avec le Canada. Et d'un autre côté, la réalité qui est que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a bien dit au Royaume-Uni qu'il avait tout intérêt à rester dans l'Union européenne et qu'il n'aurait pas les mêmes avantages en quittant l'Union européenne. Voilà, donc on a déjà parlé de beaucoup de secteurs. On aurait pu parler de l'agriculture. On l'a fait d'ailleurs avec le bœuf aux hormones qui remet en question tout le modèle d'agriculture écossaise, par exemple. On aurait pu parler aussi de la pêche, qui se rendent compte, j'ai amené aussi encore notre chalutier qui est en fait irlandais, qui se rend compte que certes, on reprend contrôle des eaux territoriales britanniques, mais il n'y avait peut-être pas autant pensé. 85% des prises sont à destination de l'Union européenne, à destination des exports. Et donc, si on met des taxes à l'importation dans l'Union européenne des produits de pêche britanniques, forcément, c'est beaucoup moins intéressant et même, c'est terrible pour leur métier, en fait, pour la préservation du métier de pêcheur. On peut regarder, par exemple,
les droits sociaux quand vous êtes par exemple donc un chauffeur de camion et que vous êtes protégé par des obligations pour votre employeur de vous donner un hébergement, une pause, par exemple des nombres maximaux de cabotage que nous avons réussi à avoir comme compromis au niveau européen il y a quelques mois. Eh bien, tout cela peut être remis en question en quittant l'Union européenne, parce que vous perdez aussi tout un échelon de protection des droits sociaux, de protection de votre droit, par exemple, à 14 semaines de congé maternité, protection de maximum avoir 48 heures par semaine de travail, ce qui n'était pas le cas avant la législation européenne minimale. Et donc, on peut toujours faire mieux, mais on peut aussi faire moins bien si on quitte l'Union européenne. De même en matière environnementale, par exemple. Les associations de protection de la faune et de la flore, comme BirdLife UK, ont actuellement beaucoup de difficultés à faire prévaloir la primauté de la préservation de la faune et de la flore, par exemple dans les zones Natura 2000 de l'Union européenne, qui protègent la biodiversité, par rapport aux intérêts de l'industrie. Et on atteste en cours actuellement les problèmes qu'ils ont dans les tribunaux écossais, par exemple, qui font prévaloir que le Royaume-Uni ne sera plus obligé de rester soumis à Natura 2000, aux règlements, aux directives, aux lois européennes qui protègent notre environnement à l'avenir. Et donc, pourquoi interdire, par exemple, de faire un champ d'éoliennes en pleine zone sensible pour la protection d'espèces d'oiseaux rares? Et donc, dans chaque secteur, même dans le secteur de la protection des patients, de la chimiothérapie qui dépend de l'importation d'isotopes des Pays-Bas, qui serait un déchet nucléaire en quittant l'Euratom, dans chaque secteur, vous avez un impact négatif de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors bien sûr, au court terme, vous avez des gens qui en profitent, beaucoup de cabinets d'avocats, certains politiciens, mais très très concrètement, si on regarde de manière générale, c'est une perte sèche pour l'économie britannique. La Banque d'Angleterre, the Bank of England, a par exemple en septembre dernier donné un rapport officiel, public, montrant qu'il y avait une perte en termes de croissance qui représentait 40 milliards de livres sterling, donc environ 50 milliards d'euros, entre 2016, le jour du référendum, et 2018. De même pour les petites retraites, de même pour l'épargne, de même pour les chutes des investissements internationaux, de même pour les entreprises qui emploient comme Airbus, comme Vauxhall, qui est possédé par le groupe Peugeot Citroën, ou comme la Mini, la petite voiture Mini qui en fait appartient à l'allemand BMW, ou la Bentley par exemple qui appartient au groupe Volkswagen, ou encore Rolls-Royce qui appartient aussi à BMW. L'ensemble de ces usines-là, ou Toyota, Ford, sont en train de reconsidérer et de probablement couper un peu leurs emplois et en tous les cas d'arrêter leurs grands investissements, d'arrêter d'investir dans l'avenir. Honda, par exemple, vient de décider d'arrêter sa présence en termes d'usine au Royaume-Uni d'ici 2021. Et c'est pour cette raison-là, donc cette certitude que quitter l'Union européenne augmente le chômage, que l'ensemble des syndicats, et c'est peu dire, dont le plus grand syndicat, Unite, ont décidé il y a quelques mois de demander un deuxième référendum, a people's vote, ils appellent ça, un vote des gens, pour que les gens, une fois informés, puissent confirmer leur décision de quitter l'Union européenne sans aucune alternative convaincante pour leur emploi à l'avenir. Alors, on aurait pu parler encore de bien d'autres choses, mais je vais m'arrêter à là et je vais passer aux questions. Alors, voyons les questions avec Roland, notre modérateur. Alors, j'ai une question de Armel. Un retour est-il possible? Oui, Armel, un retour est possible dans les règles que tous les Européens appliquent aux nouveaux entrants. Il faut être bien sûr démocratique, respecter les droits de l'homme, respecter les règles d'une économie sociale de marché et aussi il faut respecter les juridictions, la Cour de justice de l'Union européenne, les normes par exemple en matière de services financiers. On fait des plafonnements, des bonus, des traders en salle de marché et si cela n'est pas si cela ne contente pas la City de Londres, eh bien tant pis. En matière fiscale aussi, si le Royaume-Uni quitte, on pourra renégocier ces clauses dérogatoires extrêmement permissives
que le Royaume-Uni avait négocié en 1974, en 1973, qui permettent en fait aux îles de Man, de Geyser, de Guernsey d'être en fait dérogatoires, de ne pas être dans le marché unique et donc de ne pas être soumis aux obligations en matière de transparence, en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Donc on pourrait tout à fait les réaccepter s'ils décident de quitter le 29 mars, mais sous des conditions qui seront bien sûr moins avantageuses que les conditions actuelles. Et là, on parle de 10 ans, 15 ans. Alors, je vais voir une autre question. Alors, Brigitte demande quelle est l'issue probable du Brexit. Est-ce que ce sera un hard Brexit ou un soft Brexit? Je pense qu'il n'y a pas de soft ou de hard dans le sens où toute séparation de l'Union européenne, vu l'imbrication incroyablement profonde de nos services, de nos personnes, de nos familles, ne peut être que terrible. Donc même si c'est un soft Brexit et que les Britanniques suivent comme les Norvégiens et les Suisses les lois européennes sans les élaborer, le fait qu'ils ne les élaborent plus, c'est extrêmement difficile pour la démocratie au long terme au Royaume-Uni. Le fait de pouvoir changer les lois quand ils le souhaitent en négociant avec nous au niveau de Bruxelles à Strasbourg, ça c'est démocratique, c'est pérenne comme système. Mais si par contre ils deviennent comme les Suisses ou les Norvégiens, ils doivent juste appliquer les normes, eh bien c'est assez malsain démocratiquement. Une autre question de David. La faute à la distance entre les électeurs et les députés européens? Pas de permanence de députés européens. La distance entre les électeurs et les députés européens, c'est une raison, je suis d'accord David, de cette absence d'information, de conscience des droits, des libertés que confère l'Union européenne. Mais il y a aussi d'autres raisons. Il y a la négligence par donc, les politiciennes, les politiciens pendant des décennies du sujet européen. Il y a aussi les médias qui, par exemple, 34 fois pour le Sun et 34 fois pour le Daily Mail, ont décidé de faire une couverture en disant qu'il y avait un lien entre l'Union européenne et l'immigration massive et la délinquance. Il y a aussi une responsabilité du fait que l'Union européenne va souvent être en première page comment dire, on dit un peu n'importe quoi. Par exemple, on va retrouver sur The Daily Mail une info disant que l'Union européenne va supprimer les retraites. Et le fait qu'il n'y ait pas une presse active pour contrer ça, ou qu'il y ait peu une presse active, je ne vais pas bien sûr oublier par exemple le Guardian qui a couvert notre tour de France sur l'Europe il y a un mois, mais le fait qu'il n'y ait pas vraiment cette conscience, cette réactivité, ce civisme en fait, est aussi en partie une raison. Et donc, voilà, on peut aussi dire que tout simplement, on ne peut pas faire un référendum sur une question aussi binaire et peu documentée pour les citoyens. On peut donc aussi dire que c'est la faute quelque part au référendum, puisque beaucoup de gens ont voté pour quitter, mais pour des raisons très très différentes, et leur agrégat est la seule raison pour laquelle il y a une majorité. Elias dit « La fin de l'A380 a-t-elle un rapport avec le Brexit ?» Alors Elias, je ne suis pas expert de l'A380. Par contre, Airbus est effectivement très 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 embêté par le Brexit. Ça représente 100 000 emplois indirects au Royaume-Uni et 7 000 emplois directs, en Angleterre, au Pays de Galles notamment. Et donc cette entreprise qui est européenne, qui est française, qui est espagnole, qui est italienne et qui est allemande et britannique, est obligée, étant donné que énormément des parties que l'on utilise pour faire les ailes, par exemple, qui sont faites en Angleterre et au Pays de Galles, énormément de ces technologies-là sont importées, exportées, en fait, passent à travers la Manche beaucoup de fois avant d'être finalisées et agrégées, par exemple, à Toulouse. Et donc, c'est absolument impossible de ne plus pouvoir recruter les Européens pour travailler en Angleterre ou au Pays de Galles, de ne plus pouvoir importer sans tarif, tout simplement pour être concurrentiel dans l'Union européenne, alors que de l'autre côté, vous avez Boeing, vous avez d'autres concurrents. Et donc, Airbus au Royaume-Uni est en train de remettre en question
toute sa présence, ce qui est assez incroyable. Je vous incite à lire par exemple les quelques reportages du Monde sur le site, sur l'un des grands sites d'Airbus au Royaume-Uni, qui montrent bien que certaines personnes sont encore peu conscientes de l'impact en fait, parce qu'elles pensent que le Royaume-Uni dépend, que Airbus dépend du Royaume-Uni et qu'ils ne vont jamais partir du Royaume-Uni. Alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse. L'Union européenne est beaucoup plus importante que le Royaume-Uni et peut faire sans le Royaume-Uni. Bien sûr, ce sera moins bien, mais c'est une réalité. Donc les gens sont assez peu informés sur l'importance des liens européens. Je vais prendre encore une question. Alexia, les étudiants européens pourront-ils continuer à étudier en Grande-Bretagne? Eh bien, Alexia, la question, elle est difficile à répondre parce que après le 29 mars, tout est remis en question. Si l'accord est adopté par Westminster et par le Parlement européen d'ici le 29 mars, ce qui, j'espère, est probable, mais c'est de moins en moins probable chaque jour. Si ça, c'est le cas, on va geler les droits de tout un chacun et donc les étudiants qui sont actuellement au Royaume-Uni pourront continuer par exemple, mais à l'avenir, le Royaume-Uni pourra décider, notamment après décembre 2020, de mettre des conditions discriminantes envers les citoyens européens et de décider par exemple de faire payer des droits de scolarité plus élevés aux Français par rapport aux Irlandais ou d'autres personnes. Ce qui est actuellement interdit. Discriminations entre Européens sont interdites. Mais à l'avenir, payer des droits de scolarité plus élevés que les Britanniques, ce sera possible. Donc tout étant remis en question, la réponse, ça dépend. Alors que si Brexit n'était pas arrivé, eh bien c'est un droit fondamental de pouvoir étudier où on le souhaite dans toute l'Union européenne en tant que citoyen européen. Voilà, je vais prendre une dernière question. Donc on a Alexia encore, Brigitte, David. Alors croyez-vous qu'un deuxième référendum aura lieu? Je ne vais pas faire de pronostic puisque j'aurais absolument pas pu prédire quand j'ai commencé à travailler pour les Écossais en 2014 que 5 ans plus tard, ils ne seraient plus dans l'Union européenne. Donc pas de pronostic, engagez-vous pour influencer l'avenir et je pense que c'est la meilleure réponse. Merci beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera le 14 avril pour notre prochaine formation Europe. C'est dans 5 semaines puisque je voyagerai entre-temps en Ardèche par exemple, en Allemagne, dans d'autres endroits pour parler notamment d'Europe et aussi échanger donc sur comment l'améliorer puisque Brexit est une mauvaise chose certes, mais l'Union européenne, il faut aussi la réformer si elle nous est chère. Merci beaucoup. Et à très bientôt!